Un événement presque inattendu s'est produit en Iran. Selon les rapports et les déclarations du camp du corps des gardiens de la révolution islamique, le pays a été contraint de mettre sur la table l'une de ses armes les plus importantes. Une chose pour laquelle ils se sont battus pendant des décennies, qu'ils ont protégée et pour laquelle ils ont enduré de lourdes sanctions juste pour maintenir leur programme d'enrichissement de l'uranium. Selon Donald Trump, dans sa déclaration du 16 avril 2026, l'Iran aurait accepté de ne pas posséder d'armes nucléaires et de remettre son stock d'uranium enrichi. Il a ajouté que l'accord était clair et solide. Si cela est vrai, c'est un grand changement pour Téhéran, parce que le programme d'enrichissement de l'uranium n'est pas un simple projet. C'est devenu le symbole de la force du régime, le fondement de leur influence dans la région et l'un des atouts les plus puissants du CGRI. Mais avant de continuer, merci de liker la vidéo comme prévu. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Selon The Manila Times, le stock d'uranium enrichi jusqu'à 60% fait partie de ce qui doit être abandonné. C'est une violation claire de la ligne rouge de longue date de l'Iran. Ils ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne l'abandonneraient jamais. Mais maintenant, il semble qu'ils aient été forcés de reculer. La pression combinée des actions militaires, du blocus économique et des négociations diplomatiques a poussé l'Iran à ce point. Pour beaucoup, c'est le premier signe clair de l'effondrement de l'image du CGRI en tant que force inébranlable. Mais pour comprendre à quel point c'est important, il faut d'abord revenir sur la raison pour laquelle l'uranium est si crucial pour l'Iran. Selon l'Arms Control Association, en 2015, dans le cadre du plan d'action global commun, l'enrichissement de l'Iran était limité à 3,67%. Cela se fait dans l'installation nucléaire de Natanz. Et il y avait aussi une limite à la taille du stock. À cette époque, l'Iran respectait l'accord. Mais tout a changé lorsque les États-Unis se sont retirés. Avec l'accord pendant le premier mandat de Trump, le niveau d'enrichissement de l'Iran a progressivement augmenté, passant de 20% jusqu'à atteindre 60%. Et c'est là que la nouvelle phase de tension a commencé. Une phase qui semble maintenant avoir atteint son point le plus dangereux. En juin 2025, selon les rapports, l'uranium hautement enrichi de l'Iran a déjà dépassé 440 kg. C'est suffisant pour fabriquer plus de 10 ogives nucléaires. À ce stade, ce que les experts appellent le délai de percée nucléaire est presque réduit à 0. Cela signifie que si l'Iran le souhaite, il peut fabriquer une arme nucléaire en très peu de temps. C'est ce que redoutent depuis longtemps Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet uranium n'est plus simplement stocké dans un seul endroit. Il a été réparti dans 3 installations souterraines. L'installation nucléaire de Natanz est enfouie à l'intérieur d'une montagne, entourée d'épaisses couches de béton et de blindage en plomb. L'installation nucléaire d'Ispahan est l'une des installations les plus importantes. C'est ici qu'est stockée une grande partie des réserves, avec des tunnels dépassant 90 mètres de profondeur. Et l'usine d'enrichissement de combustible de Fordow, construite directement à l'intérieur de la montagne, conçue pour résister même à des bombardements directs. Selon l'analyse du Bulletin of the Atomic Scientist, les frappes aériennes des États-Unis et d'Israël en juin 2025 ont causé d'importants dégâts. De nombreuses parties des installations ont été endommagées et une partie de l'uranium a été ensevelie sous les décombres. Mais il y a un gros problème, l'uranium ne disparaît pas. L'uranium enrichi à 60% ne disparaît pas facilement et son niveau ne baisse pas non plus. Il peut rester dans cet état pendant des centaines d'années. En d'autres termes, les installations ont été endommagées, mais la menace elle-même n'a pas disparu. Si l'Iran trouve le temps et les ressources, il peut reconstruire tout le programme, et si cela arrive, l'impact sera encore plus grand. Selon les analyses, il est possible que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Turquie suivent le même chemin. Une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle, selon un rapport du Washington Post, le Pentagone a présenté un plan à Donald Trump. Il ne s'agit pas seulement de frappes aériennes, mais d'une opération terrestre. Saisie directe de l'uranium. Dans le plan, la 82e division aéroportée serait parachutée sur le territoire. Ils allaient construire une piste d'atterrissage à partir de rien. Ils allaient en déblayer des centaines de pieds de gravats pour atteindre les tunnels souterrains. Ensuite, la Delta Force et les Navy Seals entreraient en action. Portant des combinaisons de protection contre les matières dangereuses, ils avanceraient lentement à l'intérieur des installations. Chaque conteneur d'uranium serait inspecté un par un. Il y a des capteurs de radiation, il y a la possibilité de pièges, et chaque pas doit être précis.
Parce qu'une seule erreur pourrait provoquer une catastrophe non seulement dans la région, mais dans le monde entier. Imagine ce scénario, une opération qui doit être menée alors que des tirs de missiles se poursuivent pendant plusieurs semaines. Selon The Wall Street Journal, seuls quelques membres de l'ensemble des forces armées des États-Unis sont formés à la gestion et à la récupération de matériaux nucléaires. Cela signifie que même s'il y a un plan, il manque de personnel capable de le réaliser. De plus, selon d'anciens responsables de la défense, ce type d'opération est encore plus compliqué que les débarquements de Normandie. C'est possible sur le papier, mais presque impossible dans un véritable combat. Et c'est là que la stratégie a changé. Au lieu d'une attaque directe, Donald Trump a choisi une méthode plus discrète mais plus efficace. Pas de coup de feu, pas de déploiement de forces spéciales. Un seul mouvement. Le détroit d'Ormuz. Un passage maritime étroit d'environ 34 km de large. Mais près de 20% du commerce mondial de pétrole passe par ici. Et surtout, c'est ici que passe la bouée de sauvetage de l'Iran. Plus de 90% du commerce maritime iranien dépend de cette route. Pétrole, nourriture, matières premières, médicaments, pièces détachées, presque tout. Selon un rapport de CNBC, le 13 avril 2026, la marine américaine a déclaré un blocus total des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, et l'effet a été immédiat. Dans les premières 24 heures, pas un seul navire n'a pu passer. Selon le commandement central des États-Unis, ils ont complètement arrêté le commerce maritime de l'Iran. Bloomberg a confirmé que, pendant 3 jours, 14 navires ont tenté de passer, et tous ont été forcés de faire demi-tour. Même le soutien de la Chine n'a pas suffi. Selon Newsweek, près de 97% du pétrole iranien est destiné à la Chine. Mais même les pétroliers liés à la Chine ont été repoussés par les destroyers américains. Il y a même un pétrolier, le Rich Starry, qui avait presque réussi à entrer dans le détroit d'Ormuz. Mais plus tard, il a été intercepté et forcé de revenir dans le golfe Persique. Et ce n'est pas seulement le pétrole qui a été affecté. Selon l'analyse de PBS, la majorité des importations alimentaires de l'Iran passent également par la mer. Blé, riz, huile de cuisson, ingrédients pour la fabrication de médicaments. En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'économie qui a été touchée, mais aussi l'approvisionnement même en produits de première nécessité. Et c'est là que l'effet du blocus est devenu évident. Ce n'est pas simplement une manœuvre militaire, c'est s'attaquer directement à la racine de tout le système iranien, une action sans une seule balle tirée. Mais cela a le même poids qu'une guerre. Le blocus a tout coupé. Avant même que les habitants de Téhéran ne ressentent pleinement les effets, selon les rapports, c'est la direction même de l'Iran qui avait déjà fait ses calculs. Et ce qu'ils ont vu, c'est un compte à rebours clair. En 10 jours, il est possible que tout le pays s'arrête. Si l'on regarde du point de vue de l'Iran, les problèmes s'enchaînent. Des bases aériennes ont été bombardées, des installations nucléaires ensevelies sous les décombres. La chaîne de commandement a été rompue. Selon les rapports, des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique ont été touchés lors des frappes et la capacité de production de missiles a aussi subi de lourds dégâts. Et surtout, le soutien attendu de la Chine et de la Russie n'est pas arrivé de manière concrète. Ensuite, le plus grave est arrivé. La coupure totale du commerce maritime. Son impact n'est pas seulement économique, c'est une question de survie. Selon les analyses, en 10 jours, la production de pétrole pourrait s'arrêter, les réserves alimentaires s'épuiser, l'industrie s'arrêter et le flux d'argent se tarir. En mer, selon les rapports, plus de 157 millions de barils de pétrole iranien sont bloqués, et presque tout cela était destiné à la Chine. Mais ils ne peuvent pas partir. Et c'est là que la question la plus importante est apparue. L'uranium est-il plus important? Ou le détroit d'Ormuz? Parce que l'uranium est un atout de négociation, mais Ormuz est directement lié à la survie du régime. Quand les revenus sont coupés, à quoi sert le programme nucléaire? Si le pays a faim, quelle est la valeur de l'uranium enrichi? Pendant de nombreuses années, le CGRI a considéré l'uranium comme un symbole de force et de résistance. Mais face à l'effondrement de l'économie, son importance a disparu. C'est là que la raison pour laquelle l'Iran a été contraint de négocier est devenue évidente. Ce n'est pas à cause d'une opération commando impossible, mais à cause du temps. La pression exercée par le blocus du détroit d'Ormuz, c'est ce qui les a vraiment forcés. Le temps était écoulé, et ceux qui l'ont su en premier, c'était l'Iran lui-même. Mais il y a un aspect important de cette histoire, dont la réponse reste encore floue jusqu'à aujourd'hui. C'est ici que tout devient plus compliqué. La question est, cela sera-t-il accepté en silence à l'intérieur de l'Iran, ou bien cela déclenchera-t-il une nouvelle lutte au sein même du gouvernement? Parce qu'il n'y a pas un seul centre de pouvoir en Iran.
Actuellement, il y a deux forces qui semblent aller dans des directions opposées. D'un côté, Massoud Pezeshkian, un leader qui, selon les rapports, pousse à un cessez-le-feu depuis le début des troubles. Il a averti que si la situation continue, l'économie pourrait complètement s'effondrer en l'espace de quelques semaines. Pour lui, la solution est pratique. Abandonner l'uranium, lever le blocus et maintenir le système en vie. De l'autre côté, selon les rapports d'Iran International, il y a Ahmad Vahidi, un homme puissant au sein du corps des gardiens de la révolution islamique. Selon les rapports, il bloque certaines nominations présidentielles, place des personnes à des postes au ministère du Renseignement et influence les décisions en matière de sécurité nationale. En d'autres termes, il ne fait pas que suivre les ordres, il agit comme s'il était celui qui contrôle tout. Selon le rapport de The Federal, Pezeshkian a demandé que le pouvoir exécutif soit rendu au gouvernement civil, mais cela a été fermement refusé. C'est ici que le conflit entre les deux points de vue a commencé. Selon les gardiens de la Révolution, le problème réside dans le manque de réformes gouvernementales. De son côté, Pezeshkian affirme que la stratégie agressive des gardiens de la Révolution est précisément ce qui détruit l'économie. Les deux parties ont des arguments valables, mais aucune ne veut reculer. Et au milieu de tout cela, il y a une autre figure importante, Mojtaba Khamenei. Selon les rapports, il a pris la relève après la mort de son père, Ali Khamenei, lors de la première nuit de la guerre. Officiellement, il est le commandant en chef. Mais en réalité, il semble que le contrôle soit entre les mains des gardiens de la Révolution. Il y a un vide de pouvoir évident. Et dans une telle situation, l'influence des militaires devient plus forte que celle des dirigeants civils. Maintenant, place au centre de tout cela la décision concernant l'uranium. Cela pourrait être accepté. Mais la question est, les gardiens de la Révolution partagent-ils la même position ? Parce que l'uranium n'est pas seulement un simple atout, c'est un symbole. Un symbole de force, un symbole de résistance et un symbole de l'identité du régime. S'il l'abandonne, ce n'est pas seulement une décision économique, c'est un recul idéologique. Et dans ce genre de système, une telle démarche n'est souvent pas acceptée sans contrepartie. Abandonner l'uranium, ce n'est pas qu'une simple décision. Pour le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est comme saper les fondements mêmes de leurs croyances. Parce que pendant de nombreuses années, ils l'ont utilisé comme symbole de force et de résistance. Lorsqu'ils le donnent, c'est comme s'ils effaçaient leur propre raison, la raison pour laquelle ils se sont battus. Maintenant, est-il possible qu'ils sabotent cette décision ? En théorie, oui. Ils peuvent se bloquer l'accès aux installations nucléaires, ils peuvent se déplacer le stock ailleurs, ils peuvent aussi réduire ou cacher la quantité réelle d'uranium. Mais c'est là qu'entre en jeu le facteur Donald Trump. Selon le rapport de CNBC, depuis le début, sa position est claire. Pas de retour en arrière. Il a menacé l'Iran de graves conséquences en cas de non-respect. Et après ces déclarations, il a immédiatement imposé le blocus du détroit d'Ormuz. Donc si l'Iran recule maintenant, il est facile de deviner ce qui va se passer ensuite. Le blocus sera encore plus strict. Il est possible que le CSPR prenne fin. Et l'ancien plan qui semblait impossible pourrait soudainement devenir une réalité. Le déploiement de la 82e division aéroportée avec la Delta Force et les Navy Seals ne sera plus seulement un plan sur le papier. Ce sera une opération réelle. À ce stade, il ne reste plus que 3 options possibles pour le CGRI. Premièrement, accepter de remettre l'uranium. Ce serait douloureux pour leur identité, mais cela donnerait encore une chance au régime de survivre. Deuxièmement, bloquer la décision et poursuivre la lutte. Mais cela serait une invitation directe à une action plus sévère des États-Unis. Les États-Unis. Troisièmement, un coup d'État interne. Renverser la direction civile et prendre le contrôle total. Mais cela pourrait aussi entraîner la chute définitive du régime. Parmi les 3 options, chacune implique une perte. Il n'y a pas de gagnant. Mais pour l'instant, tout indique qu'ils sont progressivement contraints de choisir la première option. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Selon l'analyse de la Fondation pour la défense des démocraties, cela a un impact considérable sur toute la région. Si l'Iran perd sa carte nucléaire, tout son réseau s'affaiblira. De Hezbollah aux Houthis, en passant par le Hamas et les milices en Irak. Ce n'est pas seulement l'Iran qui sera touché, mais tout l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Et ici, il devient encore plus clair que ce combat ne concerne pas seulement un seul pays. C'est un combat qui a des répercussions dans le monde entier. Ce qu'on appelle le levier nucléaire n'existe plus aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, les groupes alliés de l'Iran ont agi dans l'ombre de sa capacité nucléaire. C'était une forme de protection, une menace silencieuse. Mais aujourd'hui, cette ombre disparaît peu à peu.
Selon les rapports, la décision de Benjamin Netanyahou d'autoriser les discussions sur un cessez-le-feu au Liban coïncide avec la diminution de la menace nucléaire de l'Iran. Pour Israël, c'était leur plus grande préoccupation depuis longtemps. Et lorsque celle-ci a disparu, cela a ouvert la porte à la diplomatie. Même l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, selon les rapports, ont poussé un soupir de soulagement. Mais à l'intérieur de l'Iran, la situation pourrait être tout autre. Historiquement, ce genre de revers diplomatique provoque souvent des secousses à l'intérieur du pays. Lors du mouvement vert iranien, de vastes manifestations ont éclaté. Cela a été suivi par les manifestations iraniennes de 2019 et les manifestations de Mahsa Amini. Chacune de ces manifestations a eu lieu à une période où l'État était affaibli. Mais la situation actuelle est encore plus grave sur tous les plans, économique, militaire et diplomatique. Tous ces domaines sont sous pression en même temps. En réalité, les États-Unis ont d'autres options. Ils pourraient risquer des milliers de soldats pour extraire l'uranium sous terre. Ce serait une opération encore plus complexe que le débarquement de Normandie. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. À la place, ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Ils ont utilisé le temps comme une arme. Et ils ont attendu que l'Iran fasse le premier pas. En arrivant à Médine, l'Iran a apporté ce dont il était autrefois si fier. L'uranium. Une chose à laquelle ils ont affirmé pendant 45 ans ne jamais renoncer. Mais selon le rapport d'Axios, il n'y a toujours pas de confirmation officielle de l'Iran jusqu'à présent, entre la déclaration de Donald Trump disant qu'un accord a été conclu. Et il y a encore un écart avant la remise effective de l'uranium. Et la plus grande question maintenant, quelle sera la réaction du corps des gardiens de la révolution islamique? Leur silence? Est-ce une acceptation ou une préparation à la prochaine manœuvre? Pour l'instant, l'accord sur la table ressemble encore à un simple papier dont l'encre n'est pas encore complètement sèche. Et est-ce que cela sera le début de la paix ou une nouvelle phase de tension? Nous le saurons dans les prochains jours. Il s'est passé en Iran quelque chose qu'on n'attendait presque pas. Et même si tout est resté silencieux, il semble que le corps des gardiens de la révolution islamique ait été contraint de l'accepter, même si ce n'est que temporaire. Mais même si l'Iran recule maintenant, les autres pays de la région n'attendent plus. Selon les rapports, ils ont déjà commencé à prendre des mesures à long terme pour éviter définitivement que cette situation ne se reproduise à l'avenir. De nouveaux pipelines, de grands projets de routes commerciales. Tout cela a un seul objectif, éviter le détroit d'Ormuz. Car pendant longtemps, le contrôle de cette route a été le principal atout de l'Iran. Maintenant, on essaie de lui enlever cette valeur. C'est le début d'une nouvelle ère en géopolitique. Ce n'est plus seulement une guerre menée par les armes, mais par les infrastructures. Certains appellent cela des guerres de géo-ingénierie. Au lieu de combattre l'ennemi dans un endroit, on modifie carrément la carte. Par exemple, au lieu de surveiller un passage étroit, on crée une nouvelle route qui n'a plus besoin de passer par là. Lorsque ce passage disparaît, le pouvoir de celui qui le contrôle disparaît aussi. De cette façon, tu n'as plus besoin d'attaquer, tu élimines simplement la raison du conflit. Et c'est ce à quoi Téhéran est confronté aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a utilisé sa capacité à influencer l'économie mondiale comme une menace silencieuse lors des négociations. Mais si le monde dispose d'une autre route, ce moyen de pression disparaît progressivement. Lorsqu'un joueur à la table perd soudainement sa carte la plus forte, tout le jeu change. Et souvent, c'est le moment le plus dangereux. Parce que la perte de puissance, surtout si elle est soudaine, exerce une pression sur la direction militaire et politique. Mais d'un autre côté, pour les pays de la péninsule arabique, c'est aussi le début d'une nouvelle direction, plus indépendante, avec un contrôle accru sur leur propre approvisionnement et leur route. Moins de dépendance à un point d'étranglement. En d'autres termes, la lutte pour Ormuz ne concerne pas seulement la crise actuelle. Cela pourrait amorcer un changement dans la manière dont le pouvoir fonctionne mondialement. Aujourd'hui, il est clair que le rôle des pays du Golfe évolue. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont plus simplement des fournisseurs de pétrole. Peu à peu, ils deviennent ceux qui fixent les règles. Ce sont des pays capables de dicter comment le commerce mondial va évoluer. Au lieu de dépendre d'une seule route comme le détroit d'Ormuz, ils créent en leur propre chemin. Des pipelines, des routes alternatives. Des projets capables d'éviter toute menace militaire venant des pays voisins. Voilà la véritable forme de la souveraineté. Il ne s'agit pas seulement de contrôler le territoire, mais aussi de contrôler les flux économiques. Oui, le coût est énorme. Ces projets atteignent des centaines de milliards de dollars. Mais si cela garantit une sécurité à long terme et un flux continu d'énergie, il devient clair pourquoi on le fait.
Ils ne vendent plus seulement du pétrole, mais la certitude, la promesse d'un approvisionnement ininterrompu. Un système qu'aucun pays ne peut prendre en otage. De cette façon, la carte du monde n'est pas seulement changée par la guerre, mais aussi par la construction, par l'acier, par l'infrastructure. Et tant que l'eau continuera de couler à Hormuz, il est possible que son véritable poids en géopolitique disparaisse. Parce que si le commerce le plus important ne passe plus par ici, cela devient simplement un passage ordinaire. Un ancien centre de pouvoir qui disparaît peu à peu de la scène. D'un autre côté, une décennie de stratégie de pression et de levier disparaît silencieusement, sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et c'est ici que commence le nouveau chapitre. Un monde avec plus de routes, plus d'options et moins de points d'étranglement. Pour répondre à ta question sur l'avenir de l'Iran, ce n'est pas aussi simple qu'un oui ou non. Un scénario plus réaliste serait une division interne du système. Il est possible que la direction civile accepte la décision pour sauver l'économie, mais cela ne veut pas dire que tout le corps des gardiens de la révolution islamique va immédiatement obéir. Il est plus probable qu'il y aura des tensions internes, pas un affrontement ouvert tout de suite, mais une lutte de pouvoir progressive. Pour le corps des gardiens de la révolution islamique, ce n'est pas juste la perte d'une stratégie, mais aussi de leur identité. Si l'Iran accepte complètement cette direction, le régime restera mais sera plus faible. Si les gardiens de la révolution islamique résistent, la situation intérieure risque d'empirer. Le vrai combat n'est donc plus seulement en mer, mais aussi à l'intérieur de l'Iran. Et c'est là qu'on saura ce qui l'emportera, la survie ou la fermeté des principes. Et si nous approfondissons encore la discussion, un autre angle commence à émerger. C'est l'effet de cette situation sur la dynamique même du leadership à l'intérieur des pays. À cause de ce genre de crise, ce n'est pas seulement la force d'un pays qui est mise à l'épreuve, mais aussi la manière dont il est dirigé. Quand la pression est forte, il faut aussi prendre des décisions rapidement. Mais si la décision est mauvaise, les conséquences arrivent tout aussi vite. Et c'est là que la différence entre les leaders se fait sentir. Il y a des leaders qui savent s'adapter rapidement, calmement, sans bruit, mais au bon moment. Et il y a aussi des leaders qui restent attachés aux anciennes méthodes. Même si la situation change, pensons maintenant à l'effet que cela a à l'intérieur de l'Iran. Alors qu'il y a de la pression de l'extérieur, il y a aussi de la pression de l'intérieur, de la part de la population. Les entreprises, le système, tout est peu à peu affecté. Et dans une telle situation, une position ferme ne suffit pas. Il faut aussi de la flexibilité. Il faut savoir reculer quand c'est nécessaire. Parce que parfois, reculer ne signifie pas perdre, mais c'est un moyen de se reprendre. Maintenant, il y a une autre dimension à considérer, l'effet de cela sur les décisions futures des autres pays. Pendant qu'ils observent ce qui se passe, ils apprennent. Que doivent-ils faire? Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Par exemple, à quel point il est important d'avoir un plan de secours, à quel point il est important de ne pas dépendre d'un seul système, et à quel point il est important d'avoir le contrôle sur ses propres ressources. Cela ne se voit pas tout de suite, mais avec le temps, c'est ce qui va changer le cours du monde, parce que chaque crise devient une leçon. Et chaque leçon devient la base de la prochaine décision. Au final, nous revenons à un point simple. Ce combat ne concerne pas seulement qui a le contrôle aujourd'hui, mais qui est le mieux préparé pour ce qui va arriver ensuite. Parce que dans un monde qui change rapidement, le véritable avantage réside dans la capacité à suivre le rythme et à s'adapter au bon moment. Et si nous continuons dans cette direction, il y a un autre effet discret. Le changement dans la façon dont le monde perçoit le risque. Avant, l'accent était mis sur la façon de gagner plus rapidement, à moindre coût. Mais aujourd'hui, il est plus important de savoir où c'est plus sûr, plus stable. Et il y a moins de chances d'être coincé. À cause de cela, de nombreux pays et entreprises ont appris. Il ne suffit pas d'être seulement efficace. Le système doit aussi être solide. Dans les années à venir, on ne choisira pas forcément l'option la moins chère, mais plutôt la plus sûre. Un chemin plus prudent, avec plus de solutions de secours. Et de cette façon, le système change petit à petit. Pas soudainement, mais continuellement. Et lorsque le monde s'y sera habitué, il se peut qu'il ne revienne plus en arrière.